Et j'ajouterais ce beau programme, et donc j'appelle maintenant le docteur Maton sur intérêt de la thérapie thermique interstitielle par le laser en chirurgie de l'épilepsie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères et mesdames, messieurs, merci de m'avoir invité. Je remercie aussi le professeur Lefranc pour son invitation. Je vais effectivement vous parler de chirurgie de l'épilepsie adulte me concernant. Mes liens d'intérêt avec le fabricant du laser, ce qui ne dispense pas d'honnêteté intellectuelle sur le sujet. Alors, pour vous parler de chirurgie de l'épilepsie, il faut déjà que je vous parle de ce qu'est la chirurgie de l'épilepsie en elle-même et des concepts chirurgicaux. Il y a trois grands concepts chirurgicaux en chirurgie de l'épilepsie. Il y a le concept de foyer épileptogène. Évidemment, la définition, elle est électrophysiologique, c'est-à-dire une hyperexcitabilité de certains neurones. Et bien souvent, c'est un substrat anatomique, c'est-à-dire une lésion, visible ou non en IRM. Lorsqu'on identifie ce foyer et qu'on peut en pratiquer sa résection chirurgicale, eh bien, ça reste la technique de référence. On va bien sûr après parler aussi de destruction ou d'ablation de ce foyer par laser. Lorsque la résection du foyer épileptogène n'est pas possible, on peut interrompre ou déconnecter les voies de propagation de l'épilepsie, donc par des chirurgies dites de déconnexion. Et puis, à visée plutôt palliative, on peut jouer sur le seuil épileptogène avec la neuromodulation cérébrale, que ce soit de la stimulation cérébrale profonde, de la stimulation du nerf vague, mais ça, une nouvelle fois, pas à visée curative, mais à visée d'améliorer l'épilepsie. Alors, évidemment, lorsqu'on compare des techniques chirurgicales, il faut aussi la replacer dans le contexte. Et à l'heure actuelle, la chirurgie de résection du foyer épileptogène, de la zone épileptogène, existe et est décrite depuis presque maintenant un siècle et ça reste le gold standard. Alors, quels sont les résultats de cette chirurgie? Eh bien, si on prend l'exemple de la chirurgie temporale interne, qui est la plus fréquente chez l'adulte, c'est plus de 50% des interventions en chirurgie de l'épilepsie, eh bien, il se trouve que lorsqu'on va enlever les structures temporales internes, on guérit les patients dans plus de 80% des cas, même à très long terme, 15 ou 20 ans après l'intervention. Et au moins la moitié d'entre eux ne referont jamais une seule crise d'épilepsie et on pourra arrêter tout traitement antiépileptique. Dans des mains entraînées, cette intervention, c'est 0% de mortalité et des séquelles neurologiques extrêmement faibles. Par contre, évidemment, si vous enlevez les structures temporales internes, on peut s'exposer à une baisse des performances mnésiques chez 20 à 25% des patients et parfois des conséquences psychiatriques. C'est pour ça qu'on a cherché des thérapeutiques alternatives et donc moins invasives, puisqu'on en parlait, à la chirurgie de résection par craniotomie. Mais évidemment, lorsqu'on innove, lorsqu'on développe des technologies, la question est pourquoi on le fait? Est-ce parce que vous allez trouver une technique qui est plus efficace que la référence? Est-ce qu'elle va être aussi efficace mais plus sûre? Aussi efficace, aussi sûre mais moins invasive? Ou est-ce parce qu'elle vous permet une efficience médico-économique supérieure au gold standard? Alors finalement, sur tous ces 20 à 30 dernières années, il y a des techniques alternatives à la chirurgie de résection qui sont arrivées sur le marché. La radiochirurgie, qui existait déjà bien avant les années 2000, mais qui a été appliquée à l'épilepsie à partir des années 2000. C'est une technologie pour le coup non invasive puisqu'elle est à crâne fermé, donc il n'y a pas de cicatrice. On va poser un cadre de stéréotaxie sur la tête du patient et l'emmener dans une machine sous anesthésie locale, sans aucune anesthésie, et des faisceaux de cobalt vont focaliser en un point pour réaliser une nécrose. Cette nécrose, elle met plusieurs mois à être efficace sur l'épilepsie, généralement entre 9 mois et 1 an. Et dans ce laps de temps, on peut observer bien souvent une aggravation de l'épilepsie, ainsi que de l'œdème cérébral, de l'hypertension intracrânienne, etc. Finalement, un essai clinique en 2018 qui a comparé la chirurgie conventionnelle avec la radiochirurgie a montré que la chirurgie était nettement supérieure dans son efficacité et pas plus morbide. Par la suite, il y a eu la neurostimulation, la stimulation cérébrale profonde qui a été testée en chirurgie de l'épilepsie avec une stimulation chronique de certaines structures comme le thalamus ou l'hippocampe. Et quoi qu'il en soit, la neurostimulation reste une technique plutôt palliative à l'épilepsie, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas les patients avec, mais on améliore leur épilepsie.
Et puis, dans les années 2010, début d'année 2010, il y a la radiofréquence qui a pas mal été utilisée. C'est le petit frère du laser. Et son avantage est surtout que parfois dans l'épilepsie, on va implanter des électrodes d'EEG, ce qu'on appelle de la stéréo-EEG, pour détecter le foyer épileptogène. Et certains chirurgiens ont eu l'idée de profiter de ces électrodes pour réaliser des thermocoagulations par radiofréquence, donc comme on le fait avec le laser. Sauf que le problème de cette technologie par radiofréquence, c'est qu'elle n'est pas IRM compatible, donc on n'a aucun contrôle de ce qu'on fait. C'est que, comme le disait le professeur Lefranc, on dépasse les 100 degrés, donc on a une vraie coagulation du cerveau, donc on peut avoir de l'œdème. C'est que les coagulations sont de très petits volumes, généralement quelques millimètres, et in fine, finalement, ça n'a pas montré de résultats probants sur le contrôle des crises. Et puis finalement, donc le laser est arrivé fin 2000 et puis surtout en routine clinique aux États-Unis depuis maintenant quelques années et en France également dans nos centres. Alors, les résultats sur l'épilepsie, on va reprendre notre épilepsie temporale, qui est vraiment le groupe le plus homogène de patients pour essayer de comparer avec les techniques plus conventionnelles. Alors malheureusement, on ne dispose que de séries rétrospectives américaines, mais on voit que globalement, que ce soit à court ou à moyen terme, entre 2 et 5 ans, on a environ 50% des patients qui vont être guéris de l'épilepsie après une ablation des structures temporales internes, versus, je vous rappelle, environ 80% avec la résection chirurgicale conventionnelle. Concernant le pronostic cognitif, c'est-à-dire la mémoire, également les données psychiatriques, il n'y a malheureusement pas d'études qui comparent non plus le laser avec la chirurgie de résection. Mais néanmoins, les données qu'on a aussi rétrospectives sur la cognition semblent équivalentes à celles de la chirurgie de résection. Les avantages, par contre, du laser sont que, étant donné qu'il s'agit d'une intervention moins invasive, eh bien, les temps d'hospitalisation et d'arrêt de travail post-opératoire sont nettement plus courts, généralement de 1 à 2 jours dans la littérature, et qu'on peut également, avant de faire la destruction laser, faire une biopsie pour avoir une preuve histologique de la lésion qu'on va détruire avant de la détruire. Le taux de complication de cette procédure pour la chirurgie temporale interne est faible, que ce soit les hémorragies post-opératoires ou les amputations du champ visuel, puisque les voies visuelles passent très près des structures temporales. Elles sont assez semblables à ce qu'on retrouve en chirurgie de résection. Alors, heureusement, il y a un essai prospectif américain qui vient de se terminer en décembre 2023 qui évalue eh bien, le laser sur l'épilepsie temporale interne. Malheureusement, ce n'est pas un essai randomisé contrôlé contre la chirurgie de résection, mais au moins on aura des données prospectives sur plus de 100 patients multicentriques, je pense à l'horizon 2025, sur l'efficacité, la sécurité réelle et monitorée de cette technique dans cette indication. Alors, il n'y a pas que l'épilepsie temporale interne, il y a aussi les épilepsies extratemporales, les autres lobes. Et cette étude a montré notamment que le laser marchait mieux lorsqu'il y a une lésion en IRM. C'est assez logique parce qu'évidemment, quand on a une cible, il est plus facile de pouvoir détruire, avoir des marges d'ablation. Et globalement, pour l'épilepsie lésionnelle, on atteint un chiffre de 60% de patients guéris versus plutôt 30 à 40% pour les épilepsies non lésionnelles. Cette étude a également montré que généralement les lésions frontales étaient les plus accessibles et les plus intéressantes pour le traitement laser. Également, le laser a été utilisé et est utilisé pour les amartomes hypothalamiques qui font des crises particulièrement invalidantes. Et dans cette étude rétrospective aussi monocentrique, 9 patients sur 10 étaient quand même libres de crises gélastiques, donc ces fameuses crises invalidantes à 1 an. Néanmoins, un quart des patients ont dû être traités au moins 2 fois par laser pour réaliser la déconnexion complète de l'amartome. Le syndrome de Lennox-Gastaut, qui est une encéphalopathie épileptique que anciennement on traitait plutôt par callosotomie, c'est-à-dire qu'on allait chirurgicalement déconnecter les 2 lobes frontaux via le corps calleux. Eh bien, certains chirurgiens se sont proposés de traiter au laser, de faire une callosotomie au laser. Et là aussi, au moins 50% des patients étaient libres de crise avec chute dans cette indication, ce qui est un bon résultat. Alors, nous, en France, quelles sont les perspectives? Alors, nous, on a lancé un essai il y a quelques années monocentrique à la Pitié sur l'évaluation
du laser pour les épilepsies dites inopérables, c'est-à-dire des lésions profondes ou en zone fonctionnelle pour lesquelles la chirurgie de résection n'était pas indiquée. Et on espère bientôt pouvoir communiquer les résultats de cet essai. Et puis enfin, avec Alexandre Carpentier, donc mon chef de service, on a aussi développé cette électrode hybride, qui est une électrode de stéréo EEG, donc qui permet d'enregistrer les crises d'épilepsie, et comme on le fait avec la radiofréquence, d'insérer par la suite la sonde laser dans le canal opérateur pour pouvoir détruire sous IRM le foyer épileptogène qu'on aura préalablement enregistré. On espère, dans un délai assez proche, passer à un essai clinique avec ce nouveau matériel. Alors, en résumé, la LIT, c'est effectivement une révolution en épilepsie parce que c'est une technologie qui permet quand même d'avoir des limites lésionnelles qui sont nettes et un effet radiologique et clinique immédiat, contrairement par exemple à la radiochirurgie. Ça permet évidemment d'avoir un contrôle IRM en temps réel et de faire des lésions de large volume, contrairement à la radiofréquence. Les inconvénients, c'est qu'il faut disposer quand même d'un environnement IRM et d'avoir des disponibilités d'une machine IRM interventionnelle, ce qui n'est pas le cas de tous les centres. Et je pense que c'est le principal frein au développement de la technique, puisqu'il faut compter en moyenne 2h30, 3 heures d'immobilisation d'une machine IRM pour une procédure. C'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, la lumière laser en fait, se diffuse de manière un peu ovoïde en partant de la pointe de la sonde. Et donc, effectivement, ces contraintes de forme aussi nous obligent parfois à ne pas pouvoir réaliser l'ablation complète de certaines lésions ou tumeurs qui ont des formes un peu particulières. Et c'est qu'actuellement, on travaille toujours sur 2 coupes seulement, généralement un plan axial et un plan coronal, dans l'axe de notre sonde, et que nous, neurochirurgiens, on est quand même plutôt habitués à faire des plannings en 3 dimensions, opérer en 3 dimensions, et là, on est très restreint dans le planning de thermoablation laser. Les perspectives, c'est l'obtention du remboursement de la procédure en France en chirurgie de l'épilepsie, mais ça, c'est très, très proche. On aimerait bien aussi disposer d'un essai randomisé qui, de manière contrôlée, évalue le laser contre la chirurgie de résection temporale pour placer correctement le laser dans l'arsenal thérapeutique à disponibilité du neurochirurgien, développer plutôt, et c'est ce qu'on fait, je pense, en France, conserver le laser pour les épilepsies dites inopérables par chirurgie conventionnelle. Et puis nous, à titre personnel, on aimerait bien développer cette sonde hybride qui permettrait également de faire d'une pierre deux coups chez les patients qu'on va implanter en stéréoélectroencéphalographie. En conclusion, les apports de la LIT, ils sont réels pour les épilepsies focales inopérables ou chez les patients qui sont réticents en fait à une chirurgie conventionnelle par craniotomie, et il y en a quand même un certain nombre. Donc finalement, pour reprendre le schéma du début, la LIT, elle se situe vraiment aux confins d'une efficacité certaine, d'une très bonne sécurité, d'une invasivité quand même qui est minimale, enfin je ne sais plus trop comment il faut l'appeler, et puis une efficience médico-économique qui est très bonne, hein, puisque les délais d'hospitalisation sont très courts, on le fait même en ambulatoire dans notre centre, donc c'est quand même aussi médico-économiquement très intéressant. Et finalement, quand vous êtes chirurgien et que vous commencez à avoir pas mal de techniques à disposition, la chirurgie, la radiochirurgie, la stimulation cérébrale profonde, le laser, comment fait-on pour choisir? Il faut justement là avoir l'honnêteté intellectuelle et médicale de se dire quelle est la meilleure technique pour le patient. Et ça, je le fais en fonction des moyens disponibles, de l'expérience aussi qu'on a de la technique, du type évidemment de la localisation de l'épilepsie, et puis aussi du patient, de son âge, de son terrain, de la qualité de vie souhaitée, du souhait du patient, s'il veut reprendre le travail très tôt, etc., etc. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication sur les épilepsies réfractaires et les possibilités de nouvelles thérapeutiques. C'est effectivement une fenêtre importante. Professeur Cornu, oui, pour il n'a plus le micro, là, il ne veut plus le lâcher. C'est un peu normal aussi. Voilà, en tout cas, féliciter l'équipe de neurochirurgie et féliciter le professeur Maton de cette présentation très belle et qui montre qu'effectivement, là encore, on est en train de progresser dans la technologie tout en mettant en balance finalement l'acquis que l'on connaît bien, mais qui a évidemment ses inconvénients et
les progrès. Dans la chirurgie tumorale, donc j'ai vu qu'il y avait aussi des métastases qui sont traitées. Voilà. Est-ce que vous allez sur d'autres, comme j'évoquais peut-être tout à l'heure, sur des lésions de méningiome? Est-ce que ça a été fait au monde ou sur des méningiomes difficilement accessibles et qui pourraient éventuellement être au moins stabilisés pour ne pas... Nous, on n'en a pas l'expérience, on n'a jamais fait de méningiome. Il y a quelques rapports de cas qui évoquent des traitements par méningiome. Le méningiome pose la difficulté supplémentaire que s'il est calcifié, il est impossible de rentrer la sonde dans le méningiome. Oui, mais ça, on le repère assez bien. En plus, il ne faut pas oublier de faire un scanner avant pour justement évaluer la densité du méningiome. Et on pense, c'est ce que disent les auteurs qui font des cas, que c'est surtout les méningiomes plutôt mous et non fibreux qui seraient traitables correctement par laser. Enfin, je ne sais pas si Michel a l'expérience de méningiome traité. Et puis, pareil, après, ça dépend aussi du volume, de sa forme, oui, etc. C'est un peu ce que je disais à la fin, c'est que pour traiter un méningiome, il faut, avec plusieurs sondes, arriver à couvrir un volume d'ablation suffisant pour que ça ait un réel intérêt. Mais en tout cas, moi, je n'en ai pas l'expérience personnellement. On a fait des cas de métastases. Alors, pour parler des métastases, dans certains cas, notamment les patients qui sont éligibles à une immunothérapie, le laser, il va aussi ouvrir la barrière hémato-encéphalique pendant quelques jours à quelques semaines. Et ça peut permettre, après la procédure, donc dans les jours qui suivent, de faire une immunothérapie pour permettre également à l'immunothérapie de rentrer dans la métastase et donc d'avoir un double effet synergique à la fois de thermoablation et aussi d'immunothérapie. Donc ça, on l'a fait avec des résultats qui sont assez probants. Voilà pour ce qui est des métastases. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Docteur Rosenbaum. Bonjour. Combien de temps dure l'intervention à l'ITT pour traiter justement une épilepsie et quelle longueur d'onde de laser utilisez-vous? Alors, combien de temps ça dure? Au total, si on prend l'entrée du patient en salle d'intervention et sa sortie vers la salle de réveil, une demi-journée, sachant qu'il y a, comme on l'a vu dans la procédure, beaucoup de temps d'à côté, si j'ai envie de dire, puisque l'implantation de la sonde laser prend une vingtaine de minutes, globalement, une demi-heure maximum lorsqu'on en met qu'une. Lorsqu'on en met plusieurs, ça peut aller jusqu'à 1 heure. Après, il y a le transfert du patient en IRM, l'installation, l'acquisition première en IRM, les reconstructions pour qu'on soit dans le plan. Le temps du traitement, c'est des sessions de 5 minutes de laser. Donc, généralement, selon le volume de la lésion et le nombre de sondes qu'on a, on peut passer vraiment de 5 minutes à 20, 25 minutes à traiter une lésion en laser pur. Après, on fait une acquisition post-opératoire pour vérifier le volume d'ablation si on a réalisé l'ablation complète de la lésion. Puis après, il faut ressortir le patient de l'IRM, lui enlever à l'IRM la sonde. Et donc voilà, nous, globalement, c'est une demi-journée. Mais le temps de traitement, que ce soit l'implantation de la sonde et le temps de laser est très court, finalement. Il y a beaucoup d'à côté. Merci, professeur Richard. Oui, deux choses. Une remarque, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, et le topo était parfait, c'est comment ça va être compté. Michel Lefranc l'a évoqué, parce que là, manifestement, un acte, c'est pas la bonne manière. Et donc, je pense que probablement, on va s'orienter vers ce qu'on est en train de faire pour la radiothérapie, où toute la radiothérapie va être traitée en forfait, même si ça sera dans la SCCM. Mais je pense que typiquement, parce que là, entre le radiologue, on rentre dans l'IRM, on met dans la truc, on sort, on va dans le couloir, etc. Si on fait par axe, on n'y arrivera jamais à les forfaitiser à des niveaux corrects. Et la question, c'était, alors là, c'est moi qui n'ai pas compris, entre les deux topos, d'après ce qui a été dit, il y a 2 plans sagittaux. J'avais compris que c'était en 3D. J'ai un petit gap entre les deux. En fait, on fait le plan en 3D, le jumeau numérique, on le fait en 3D. Après, c'est l'information temps réel, elle n'est pas en 3D, c'est en 2 plans, ce qui nous donne une information 3D, et là, on doit bien choisir son plan. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair. C'est ce que je voulais dire, la Docteur Coupidal. Oui, moi j'ai une question de naïf encore, là, vraiment. Oui. J'ai entendu parler de biopsie. Alors, moi, c'est plutôt la cardiologie, etc. C'est comme, voilà, si je disais, je fais une biopsie parce que
je veux traiter une fibrillation auriculaire ou quelque chose, je me demande qu'est-ce que je rechercherais sur ma biopsie. Oui. Merci, c'est une très bonne question, effectivement. Dans l'épilepsie, il y a beaucoup d'épilepsies donc lésionnelles qui peuvent être liées à des petites tumeurs bénignes, ce qu'on appelle généralement des gliomes circonscrits. Et quand on opère ces tumeurs, évidemment, on les enlève, on les envoie en anatomopathologie. Et bien là, quand on les détruit par laser, je pense qu'il est quand même assez nécessaire d'avoir une preuve histologique de ce qu'on a détruit. D'autant que si, par malheur, des années après, cette tumeur vient à récidiver et qu'on est amené à se poser de finalement qu'est-ce qu'on a traité, on a au moins une preuve histologique de ça. Pareil, si on doit, par exemple, si je cite un exemple, une tumeur qu'on appelle le gangliogliome, hein, qui est une tumeur glioneuronale circonscrite et qui est extrêmement épileptogène. Donc, on traite pas mal de gangliogliome au laser ou en chirurgie de l'épilepsie tout court. Il y a ces gangliogliomes qui sont accessibles à des immunothérapies parce qu'elles présentent une mutation en fait assez particulière et on peut être amené des années après éventuellement à discuter d'un traitement par immunothérapie, des choses comme ça. Et ça, si vous n'avez pas la preuve histomoléculaire, c'est pas possible. Donc, de manière assez habituelle, on peut faire une biopsie avant de pratiquer l'ablation de la tumeur au laser, ce qui peut poser aussi certains problèmes. Ça, je ne sais pas si c'est abordé par mes collègues à un moment ou à un autre, mais c'est que la biopsie, si elle est responsable d'un saignement ou qu'elle fait rentrer de l'air dans la lésion que vous voulez détruire, elle peut perturber le modèle prédictif lésionnel qu'on a après. Et donc, on y va toujours un peu avec des pincettes, hein. On fait des petites biopsies, et généralement une carotte ou deux maximum, mais pas 6 ou 8 carottes comme on le fait habituellement en oncologie. Merci. Je vois que le Brésil est branché. Professeur Hudson Nakamura, est-ce que vous avez une expérience en Amérique du Sud? Bien sûr, pas beaucoup dans les champs de la chirurgie. Euh, c'est un exemple de cirurgie mini-invasive avec les tumeurs du cerveau, par exemple. Je trouve nous cherchons ici pour les champs de l'ophtalmologie de faire une chirurgie mini-invasive aussi pour la rétine, mas ce n'est pas encore possible de faire dans le cadre de la chirurgie mini-invasive comme ça, parce que nous avons l'OCT, nous avons la vitrectomie, mais il faut que le chirurgien fasse le choix pour trouver les tumeurs, par exemple, dans le cas de melanoma, il faut qu'il fasse les examens d'image pour trouver la nécessité de faire pli ou moins dans le cadre de la chirurgie invasive ou pas beaucoup invasive. Mais le premier exemple que vous nous avez montré avec la chirurgie, qui n'est pas très minimum invasive, avec l'ablation avec les lasers. Mas je pense que pour la chirurgie de l'épilepsie, nous pouvions dire que c'est mini-invasif. Mais nous n'avons pas encore cette expérience. Et moi, je trouve, avec Jean-Pierre et avec d'autres collègues, de faire un type de chirurgie robotique pour la chirurgie vitro-rétinienne, mais maintenant nous ne pouvons pas faire ça sans la dépendance do chirurgien. Nous ne pouvons pas faire une chirurgie robotique, par exemple comme une chirurgie gastrochirurgique, une chirurgie cardiaque, parce que nous n'avons pas encore la technologie nécessaire. Je pense que c'est autour du monde de faire une chose robotique. Mais moi, je trouve que c'est un chemin qu'il faut chercher. Merci beaucoup pour votre témoignage. Professeur Matelin. Merci pour votre belle présentation. Vous aviez évoqué au tout départ, après votre chirurgie, des possibilités d'effets secondaires de type psychiatrique. Est-ce que vous pouvez les développer un tout petit peu? Déjà, il faut savoir que dans l'épilepsie pharmacorésistante, environ un tiers des patients adultes ont une comorbidité psychiatrique associée à l'épilepsie.
qui est bien souvent la dépression dans 80% des cas, parce que maladie chronique avec un impact assez fort dans la société, dans la vie de tous les jours. Et il faut savoir que ce sont des malades chroniques, comme je l'ai dit, et bien souvent qui, pour des raisons qui sont parfois dues au manque aussi d'évaluation épileptique et le parcours pour arriver en chirurgie de l'épilepsie, on peut mettre 10, 15, 20 ans, parfois 30 ans à arriver à une chirurgie de l'épilepsie. La chirurgie de l'épilepsie, elle a parfois d'excellents résultats et si vous voulez, elle va guérir les patients du jour au lendemain. Des patients qui ont été malades pendant 20 ans, 30 ans, qu'on guérit du jour au lendemain, eh bien, ça peut avoir finalement des conséquences préjudiciables sur la mode de vie, de manière un peu paradoxale, hein, évidemment. Donc, il y a déjà cette explication-là. Et la deuxième, c'est que lorsque vous touchez notamment à l'amygdale, hein, qui est une partie du lobe temporal interne, et à la tête de l'hippocampe, qui est juste derrière, ce sont des structures cérébrales qui participent aussi, alors je ne suis pas un expert là-dedans, mais aux émotions, au comportement, etc. Et le fait d'enlever ces structures peuvent déséquilibrer en fait le comportement. Donc on peut avoir des déséquilibres psychiatriques en post-opératoire, notamment chez l'adulte, on a 40% de dépression sévère après avoir réalisé une chirurgie temporale interne. Donc on a un psychiatre dans l'unité de chirurgie d'épilepsie qui est évidemment très présent avant et après chirurgie pour gérer ces cas-là. Merci beaucoup. Merci, merci encore.